Donc, pour parler de l'évaluation critique des revues systématiques, j'imagine que tout le monde ici a déjà fait un revue systématique ou peut-être au moins il sait qu'est-ce que c'est un revue systématique. En gros, je vais commencer par définir et puis on va parler vraiment de l'évaluation clinique. Donc, je me présente, je suis Lina Gossen Elchal, je suis pharmacienne de formation, je suis chercheuse au sein de Cochrane France, le Centre d'épidémiologie clinique. Je pense qu'il y a quelqu'un qui ouvre le micro. Ça va être compliqué. Donc, je vous demande de bien muter le microphone chez vous pour qu'on n'ait pas des problèmes d'écho. Voilà, donc je suis pharmacienne de formation. Je travaille au sein de Cochrane France et Centre d'épidémiologie clinique. J'ai participé à pas mal des revues systématiques et on fait pas mal de traductions pour les revues systématiques de Cochrane. Oui, j'ai un petit conflit d'intérêt par rapport aux revues Cochrane qui sont bien connues d'être bien faites. Voilà. Donc, je suis avec Carolina Grana, qui est ma collègue aussi, qui va participer à la partie pratique. Donc, on va viser 50 minutes de théorie et puis 30 minutes de pratique avec des questions. On va y arriver, j'espère. Voilà, un petit récapitulatif de revue systématique. Donc, une revue systématique, c'est une approche scientifique rigoureuse qui rassemble les données probantes. Donc, quand on a beaucoup d'essais randomisés contrôlés, des essais non randomisés, on a besoin d'un revue systématique qui peuvent synthétiser toutes les données probantes afin de répondre à une question de recherche précise. Donc, et les caractéristiques d'un revue systématique, c'est bien un objectif clair, prédéfini dans un protocole avec des critères d'admissibilité qui sont prédéfinis. On a une méthodologie explicite qui peuvent permettre d'être reproduits et une recherche systématique. Donc, c'est ce qui fait la différence avec une revue narrative. Donc, on cherche toutes les références, toutes les records qui peuvent nous aider à trouver toutes les informations qui sont publiées ou pas publiées concernant notre question de recherche. On collecte les données, on fait l'évaluation et on présente les résultats, soit avec une méta-analyse ou pas. Donc, pour pouvoir évaluer ou critiquer un revue systématique, on a besoin de savoir les étapes clés d'un revue systématique et c'est là où on va poser les questions, est-ce que c'était bien fait ou pas pour chaque étape. Donc, l'éteignoir que tout le monde connaît, toujours en commençant avec une question de recherche, un protocole, on écrit le plan prédéfini et on commence à collecter les données, data collection, data extraction. Du coup, on extrait toutes les données, on remplit, on évalue le risque du pied avec un outil qui est préférablement validé. Et puis, on procède à la synthétisation. Donc, on fait une synthèse narrative, on méta-analyse et puis, l'idéal de faire évaluer le niveau de confiance de ces résultats, interpréter le résultat et puis publier en revue systématique si on est bien. Donc, pourquoi évaluer les revues systématiques? Pourquoi c'est indispensable de pouvoir évaluer les revues systématiques? Eh bien, on est dans un ère de surcharge informationnelle. On a beaucoup d'RCT, beaucoup d'essais non randomisés. Pour pouvoir faire des recommandations cliniques, faire des recommandations, des guidelines, on a besoin de regarder ce qu'on appelle le niveau de preuve le plus élevé, donc les revues systématiques. Mais on pose la question, est-ce que toutes les revues systématiques sont bien faites? Est-ce qu'on peut avoir la confiance dans ces revues systématiques? Eh bien, c'est très important d'avoir des revues systématiques bien conduites et comme toute recherche, comme toute dans le randomized control trials, dans n'importe quelle recherche, il faut que ça soit bien fait pour qu'on puisse avoir les confiances dans ces
type de recherche. Donc, on évite que ça soit biaisé, incomplète, pour ne pas se tromper dans les conclusions. Donc, quelle implication pour notre pratique? Eh bien, ça peut être des recommandations thérapeutiques potentiellement biaisées, peut-être une surestimation fréquente des effets des interventions, des gaspillages de ressources, d'où tout ça. Donc, en tant que chercheuse, en tant que clinicien, quand je lis un revue systématique, c'est très important que je puisse avoir les éléments clés, on va dire, pour pouvoir dire est-ce que je suis en train de lire un bon systematic review. Et c'est pour ça on a besoin de faire ça aujourd'hui. Donc, la recherche a montré que plusieurs études qui sont évaluées le niveau de reporting, le niveau de qualité des revues systématiques, eh ben, ils ont montré que ils ont montré que les résultats, ils sont pas très bien. Donc, c'est-à-dire, c'est pas les résultats qui sont pas très bien, ils sont pas bien rapportés. Par exemple, leur recherche, peut-être, c'est pas complète. Donc, on a un problème avec l'évaluation, avec la qualité de ces revues systématiques. Et ça peut être pour plusieurs domaines dans la conduite d'un revue systématique. En 2007, David Moyer, qui est un chercheur très connu international, il a publié un article là où il a présenté qu'il a fait l'analyse de 300 revues publiées et du coup, il a trouvé qu'il y a plusieurs limites. Il y a un manque de transparence dans ces revues systématiques. Il y a une faible prise en compte du biais, une grande variabilité dans la qualité de présentation de ces revues systématiques. Du Du coup, là, il y avait le besoin, en 2017, ils ont commencé à réfléchir. On a besoin de standards de rédaction qui aident déjà à comment rédiger un revue systématique, parce que peut-être j'ai bien fait l'étude. Donc, la revue systématique, elle est bien faite, mais c'est mal rapporté. Donc, on n'arrive pas à trouver l'information et du coup, j'arrive pas à décider est-ce que c'est une bonne revue ou pas. Donc ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, on a besoin des outils qui nous aident à évaluer la qualité de ces revues thématiques en cherchant aussi les risques de biais dans ces études. Et c'est là où on a plusieurs outils qui sont sortis. Et la première, c'est le Prisma qui nous aide à rapporter, comment rapporter les études, les revues systématiques, pardon. Et du coup, la première recommandation, c'était d'avoir des standards Prisma. Et je vais parler un petit peu sur le Prisma. Et puis, on va parler des outils d'évaluation qui sont Amstar, qui est devenu après Amstar 2. Et je vais vous présenter vite fait Robis. Donc, la plupart du temps qu'on va parler sur Amstar, parce que c'est très important de se focaliser sur un seul outil qui est fréquemment utilisé. Donc, en résumé, Prisma nous donne un checklist. Qu'est-ce qu'il faut rapporter dans un revue systématique? Et le Hamster, et c'est là où on va questionner la qualité de revue systématique. Donc, puis en 2020, là, je vous montre une étude qui a présenté qu'après le Prisma, après le Lamstar, il s'est intéressé à voir est-ce que là, on est mieux au niveau de reporting. Donc, il fallait consommer sur une intervention spécifique pour pouvoir limiter la recherche. Donc, ils ont cherché les études et les revues systématiques qui parlent de le diabète type 2. Et ils ont pris toutes les revues systématiques qui ont déjà un protocole. Donc, ça, c'est déjà un critère très important, mais c'est déjà dans leur inclusion criteria, dans leur critères d'inclusion, ils ont pris les méta-analyses avec un rapport. Et ils s'est intéressé à voir est-ce que le reporting est bien, est-ce que la qualité de ces revues elle est bien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Bah là, ils ont trouvé que au niveau de Prisma, en prenant tous les items de Prisma, les items de rédaction importantes, ils ont trouvé que tout est là. Parfait. Il y en a quelques items qui ne sont pas très bien. Donc, c'est ce qu'on voit dans le diagramme à gauche. Mais par contre, même si le reporting il était pas mal, la qualité
méthodologique de cette revue, c'était pas trop bien. Et ils ont montré que voilà, il y a 2 tiers de manuscrits ils étaient classés selon l'Amstar 2 comme très faibles. Donc la qualité de ces études et c'est critically low. Et après, il y avait 18 aussi qui sont de qualité faible. Il n'y en a que 20% qui sont avec une qualité modérée ou high quality. En résumé, la grande majorité de ces revues ne répondaient pas aux standards de qualité attendus. Et c'est pour ça, je vous dis que l'importance de l'Amstar, même si on a les outils, des fois, on est toujours dans la situation qu'il y a encore des choses à faire pour pouvoir mieux rapporter les revues thématiques. Donc, voilà une petite introduction. Je commence tout de suite avec le prisma. Et qu'est-ce que c'est le prisma? Les prismas. Donc, c'est une méthode, c'est toutes les méthodes qu'on a besoin pour faire un review systématique ou un méta-analyse. C'était décrit dans un statement, donc dans un document qui sont écrits là où ils ont dit à partir de titre jusqu'à conclusion, qu'est-ce qu'il faut écrire dans chaque partie d'un manuscrit d'un revue systématique. Donc, ils ont défini des items spécifiques. Il y avait 27 items. Ils appelaient ça un checklist avec 27 items. Donc, le titre, l'introduction, le rational, on parle de l'objectif, après dans la méthode et tout ça. Je vais vous présenter vite fait qu'est-ce qu'on a dedans. Mais du coup, il y a un statement qui parle de chaque item. Là, on décrit l'information, qu'est-ce qu'il faut inclure et pourquoi. Et puis, on donne un exemple de bon reporting. C'est-à-dire, ils ont cherché la littérature et ils ont pris des exemples de bon reporting. Des fois, ils ont modifié les exemples un petit peu pour que ça soit comme il faut en disant que c'est adapted. Et voilà, donc pour chaque item, on a un statement. Donc un statement, ça peut être en 20 pages. Et c'est pour ça ils ont créé le checklist. Donc le checklist, c'est un page, 27 items, 27 lignes. Et je vous présente un petit peu comment elle est. Donc ça c'est la première partie qui concerne le titre, résumé et introduction. Donc la première 4 items, de 27 items. Et du coup, là, on voit que dans le titre, il faut bien dire que c'est bien en revue systématique, par exemple. Et par contre, dans le statement, on parle pourquoi, on explique et on donne un exemple. Donc, si on travaille avec le checklist, avec le statement en même temps, il y a aussi ce qu'on appelle là l'explanation and elaboration paper, qui là, c'est là où il explique les exemples de bon reporting. Dans le statement, il explique juste les items. Et dans l'explanation and elaboration paper, il y a tous les détails de plus. Donc, il y a plusieurs documents, ce qui peuvent être un petit peu compliqués pour un jeune chercheur, mais après, dès qu'on lit la première fois, c'est bon, on comprend, on n'a plus besoin, ça nous suffit de voir juste le checklist pour pouvoir checker est-ce que j'ai bien écrit les informations dans un revue systématique, dans ma manuscrit. Ça peut être aussi utilisé par les chercheurs qui s'intéressent à évaluer le niveau de reporting, comme ils ont fait dans l'étude que je vous ai montrée. Donc, ils ont pris le checklist et au lieu de mettre, parce que l'auteur, normalement, il est censé de mettre dans quelle page il a mis cette information dans le checklist. C'est pour faciliter l'évaluation. Et par contre, si je travaille dans la recherche sur la recherche, ben là, je vais juste vérifier est-ce que cet item était bien présenté ou pas, reported or not. Et du coup, oui, oui, non, oui, non. Et après, à la fin, je vais dire qu'il y avait 27 items. Entre ces 27 items, il y avait 20 qui sont bien rapportés et 7 qui ne sont pas bien rapportés. Voilà un moyen d'utiliser le Prisma pour les auteurs et pour les peer reviewers ou les chercheurs, les gens qui travaillent dans la recherche, ou bien pour, ça aide pas trop les cliniciens, mais c'est un moyen, il faut savoir que ça existe et ça aide au niveau d'écrire un review systématique.
Après, pour faciliter les choses, et puisqu'on a un checklist qui est très summarized, donc très short, et on a le elaboration paper qui est très long. Donc, ils ont créé ce qu'on appelle le expanded checklist. Donc, c'est un checklist détaillé, là où on décrit un peu plus sur au lieu de lire les paragraphes, on commence à mettre les informations dans un bullet point, c'est-à-dire que je vois tous les éléments nécessaires par rapport au titre, par exemple, au lieu de dire juste Identify the report as a systematic review, donc mentionner systematic review dans le titre. Et bien là, on va donner un peu plus de détails en disant que si la revue, par exemple, est un living systematic review, ben là, il faut mettre que c'est un living, par exemple. Si on arrive à mettre le population, quels sont les types de patients, la maladie ou d'autres, bah, il faut le mettre dans le titre. Si je prends un autre exemple, le rational, pareil, au lieu de dire juste d'écrire le rational qui est très vague, donc vague, et ben là, on décrit exactement qu'est-ce qu'il faut décrire avec des bullet points qui sont directs et ça peut aider les gens qui ne souhaitent pas lire le document qui est un petit peu long. Voilà, donc pour toutes les étapes d'un revue systématique, ils ont créé des items. Donc là, on passe aux méthodologies. Donc dans la partie méthode, qu'est-ce qu'il faut collecter? Si je prends par exemple le collecte de données, ben là, ils vont nous me préciser qu'il va falloir deux personnes qui font le data extraction. Et il va falloir décrire qu'est-ce qu'on fait si jamais il y a un désaccord entre les deux personnes, les informations comme ça. Donc ça, c'est bien le Prisma, ça, c'est bien ce qui est écrit dans le checklist de Prisma. Et si je prends le parole dans la collection de données, qu'est-ce qu'on voit? Préciser les méthodes utilisées pour collecter les données des rapports, y compris le nombre d'évaluateurs qui ont collecté les données de chaque rapport, s'ils ont travaillé de manière indépendante ou pas. Donc, il commence à me dire exactement qu'est-ce qu'il faut lire, parce que quand je cherche, moi, dans l'évaluation d'une revue systématique, je veux bien savoir que le travail, c'était pas fait par une seule personne. Donc, moi, je collecte les données, je sélecte les données, je fais le risque de biais, je fais tout. Après, si je suis biaisé, j'ai un lien, j'ai un conflit d'intérêt, bah là, le revue systématique, il est bien. Je ne peux pas trop faire la confiance. Donc, idéalement, il faut deux personnes qui travaillent sur le data selection, les sélections des données, l'extraction des données, idéalement aussi pour le risque du biais. Et si jamais il y a un souci qu'on n'arrive pas à faire à deux, ben là, il faut un échantillon avec là où il y a deux personnes qui travaillent en parallèle, aveugle, on va dire. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a répondu ou qu'est-ce qu'il a fait l'autre personne. Et puis, on fait ce qu'on appelle le consensus s'il y a une discordance entre nos résultats, notre évaluation, notre collecte de données. Et donc, pour chaque étape de l'évaluation, de chaque étape de la revue systématique, ils ont créé des guidelines. Donc, et c'est très direct et simple à suivre. Donc, c'est pour ça que je pas rentrer dans les détails de Prisma, mais je préfère de passer le temps sur Amstar. Donc, pareil pour le résultat, il nous donne un diagramme, ce qu'on appelle le flowchart. Donc, ça, c'est important d'utiliser quand on fait un revue systématique, mais c'est pas nécessaire, hein. C'est juste que ça nous donne une idée de qu'est-ce qu'il faut décrire et de ne pas oublier de rapporter les exclus, par exemple. On va voir là après, même dans le Prisma et dans l'Amstar, on va dire qu'il faut bien décrire les études exclues, pourquoi on l'a exclu au niveau de texte intégral.
Donc, un flow diagramme, c'est le flow des informations. Donc, combien d'études j'ai trouvé quand j'ai fait les screenings et puis combien d'études je retrieve, je ne sais pas c'est le mot. Ben, au final, combien d'études j'ai inclus dans la revue systématique et bien aussi dans la méta-analyse. Donc, ça va décrire exactement si j'ai bien cherché plusieurs sources database base de données et où est-ce que je suis au niveau euh, de nombre d'études incluses finalement. Donc, pareil pour la discussion, ils vont nous donner d'informations, comment interpréter les résultats, quelles sont les informations importantes à présenter, dans la discussion aussi, par exemple, il faut que je parle de la limite, le limite de l'étude, donc l'implication pour le pratique et la recherche. Donc tout ça, c'est bien précisé dans le Prisma, soit si j'utilise le checklist ou bien seulement, si j'utilise seulement le checklist ou bien le document élaboré. Voilà, donc le Prisma, c'est un gardien de l'intégrité, de la reproducibilité scientifique. C'est important d'utiliser. C'est pas un outil d'évaluation, comme on a dit, mais si je cherche à évaluer le reporting, je peux utiliser Prisma. Sinon, c'est au niveau des auteurs de bien checker s'ils ont tout rapporté. Et puis, normalement, ils sont censés de présenter le checklist avec pour chaque item où est-ce qu'on trouve l'information dans un annexe qui va aux peer reviewers pour pouvoir trouver l'information et aussi pour nous comme lecteurs, les gens, le public, pour qu'on puisse trouver l'information aussi. Donc, normalement, les revues systématiques qui s'est bien fait, il met à côté un Prisma, un checklist de Prisma. C'est important de savoir que le Prisma standard ne peut pas couvrir tous les scénarios possibles et du coup, ils ont fait plusieurs extensions pour le Prisma. Par exemple, le Prisma pour les abstracts, là où ils ont décrit exactement qu'est-ce qu'il faut d'écrire dans un abstract parce que souvent l'abstract, c'est très important le prisme pour l'abstract parce que souvent l'abstract ou le résumé scientifique, c'est la seule partie de l'article qui peut être peut-être en open access, donc tout le monde peut accéder à cet article, cet résumé et le fait que ça soit complet et fiable, c'est très important. Donc, ils ont décrit 12 éléments essentiels qu'il faut qu'on le présente dans l'abstract. Je présente par exemple qu'il y a pas mal de revues qui ne mettent pas le funding, par exemple, dans l'abstract. C'est très important de le mettre. Et du coup, si on regarde la littérature, on ne voit pas vraiment que toutes les études, ils ont mis les funding ou bien si le protocole elle était enregistré sur Prospero, bah, c'est difficile de trouver cette information dans l'abstract. Donc, ils ont bien précisé que ce sont les informations minimes à mettre dans un abstract. Après, c'est sûr que les abstracts, on est limité au niveau euh, de nombre de caractères à mettre. Il y a aussi d'autres extensions. Par exemple, si je suis dans un revue systématique qui va évaluer le diagnostic, j'aurais besoin de checker aussi le Prisma pour diagnostic, ce qui va me donner un peu plus de précision sur les informations essentielles pour les études de diagnostic, ou bien si je fais un Living Systematic Review, il y a des choses que je dois prendre en compte. Donc, ce qu'ils ont fait, ils donnent le prisme général et après, ils donnent des items en, en plus à mettre. Si j'ai mon étude qui fait partie de un de ces extensions-là. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire pour Prisma.
En passant de reporting à la qualité la qualité des revues systématiques, ben, il y a deux outils qu'on peut utiliser. Il y a des gens qui utilisent Hamster 2, il y a des gens qui utilisent Robis. Toutes les deux, ils sont bonnes. Je vais vous donner un petit com- comparaison de deux outils. L'Hamster, c'est un peu plus simple et je pense que c'est la base qu'on peut commencer à décrire. Après, s'il y a besoin de présenter Rubis, ça va être dans un deuxième webinaire. Donc, l'Hamster évalue plutôt la qualité méthodologique et le Rubis s'intéresse plus au niveau de risque de biais. Donc, pourquoi on a Hamster et Hamster 2? Ben, en 2007, suite aux publications de David Moyer, ben, ils ont décidé de créer l'outil pour l'évaluation critique qui s'appelle Hamster en 2007. C'était 11 items. Ça concernait vraiment les revues d'essais, les essais randomisés contrôlés, donc Randomized Control Trials. C'était largement utilisé, très bien, parce que c'est important d'avoir un outil, sinon chacun de nous va faire l'évaluation de son manière. Donc, systématiser les choses de manière systématique, c'est bien. Donc, il y avait beaucoup de succès en 2007. On a utilisé. Après, c'était validé, bien sûr. Du coup, après, il y avait plusieurs critiques. Il n'y a pas toutes les concerns qu'on a pour évaluer le niveau évaluer les qualités méthodologiques et la confiance qu'on a dans un revue systématique. Et du coup, en 2017, on a mis à jour l'Hamster 2 et on a ajouté 5 items. Donc là, maintenant, le Hamster 2 qu'on peut utiliser, elle est en ligne depuis 2017. On peut le retrouver là. Dès que je vous envoie le PDF, vous allez pouvoir télécharger le document. Il y a le data supplement, là où il y a l'instrument de Hamster 2, ce que je vous ai envoyé par mail pour la partie clinique. Et il y a aussi un guidance document, c'est-à-dire un document qui explique chaque item dans Hamster, qui peut faciliter l'utilisation d'Hamster. Après, l'Hamster, elle a des limites, elle a des défis quand on utilise aussi, comme tout outil d'évaluation. Mais voilà, ça aide à mettre dans la même, toutes les informations dans la même place. Donc, voilà, donc les gens ils commencent à utiliser l'Hamster 2 dans leur évaluation clinique. On l'utilise aussi dès qu'on veut faire des pratiques pour une évaluation critique d'un revue systématique, eh ben, c'est Hamster 2. C'est la première outil qu'on pense à utiliser. Donc, comme je vous ai dit, c'est 16 items. On est censé dans Hamster de répondre pour chaque item avec oui ou non. Il y a aussi la possibilité de répondre avec un partial yes. Donc, peut-être, c'était oui, mais partiellement. Du coup, des fois, c'est not applicable. Donc, c'est pas possible de répondre à la question. Par exemple, s'il n'y a pas de méta-analyse, je ne peux pas répondre à la réponse de méta-analyse. Mais en général, on cherche à répondre avec oui et non. Et finalement, je vous montre comment on peut arriver on ne peut pas faire un overall score. Donc, c'est pas une échelle, je ne vais pas dire 7 sur 10 ou 7 sur 16. Parce qu'ils ont identifié des items qui sont critiques et des items qui sont non critiques. Et je vais vous présenter tous les items. Après, je vous présente quels sont les items qui sont considérés comme critiques. Il faut savoir que les items qui sont critiques, même s'ils ont défini eux-mêmes dans l'instrument, dans l'outil, après, nous, comme chercheurs, on peut définir nos règles. C'est-à-dire, si cet item, c'est pas très important pour moi dans mon recherche, dans ma question de recherche, eh ben, je peux modifier, hein. C'est pas... Oui, ça aide à systématiser les choses, mais après, on peut modifier un petit peu tant qu'on arrive à justifier et à clarifier ça dans notre évaluation.
Donc, voilà, avant de commencer avec l'Amstar, l'instrument et ses questions, est-ce que vous avez des questions? Il y a des questions. Vous pouvez poser les questions aussi dans les chats pendant pendant la présentation et dès qu'on s'arrête, on voit les questions. Caroline, est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou je continue? Non, il n'y a pas de question pour le moment. Ah, là Merci. maintenant, oui. Il y a une question qui vient d'apparaître. Devions-nous procéder à cette évaluation nous-mêmes après avoir rédigé notre revue? Ouais. Merci pour cette question. C'est important comme question. Je vais vous présenter à la fin à qui s'adresse l'Amstar, mais je peux aussi tout à fait le dire là maintenant tout de suite. Donc, je vais passer à la diapo qui parle de ça. Voilà. Donc, les différents utilisateurs de ces outils d'évaluation, c'est bien l'auteur lui-même, mais l'auteur, si moi je suis l'auteur d'un revue systématique, je peux utiliser l'Amstar comme un outil pédagogique, donc pour me guider dans la conduite de mon revue systématique. Après, il y a des gens qui le soumettent comme le prisme, hein. C'est pas fait pour. C'est pas faux aussi. Mais c'est pas, normalement, c'est fait juste pour les personnes qui font la recherche après la revue systématique, c'est-à-dire le peer reviewer, les rédacteurs de pairs au niveau de journaux, ils peuvent utiliser l'Amstar, les chercheurs en méthodologie comme les gens qui ont évalué les revues systématiques pour voir est-ce que c'est bien de qualité ou pas. Ils sont censés d'utiliser un outil validé comme l'Amstar ou bien Rubis. Et les auteurs des overviews, les overviews ou l'umbrella reviews. Donc, l'umbrella reviews qui prend plusieurs revues thématiques et qui donne un retour final quand on a plusieurs revues systématiques sur la même question de recherche. Ça peut être utilisé aussi au niveau de recommandations de pratiques cliniques. Mais oui, sans souci pour les auteurs, c'est au contraire, c'est bien hein, parce que ça me, comme auteur, ça m'aide peut-être j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié juste de rapporter ou j'ai oublié de prendre en compte. Donc moi, ce que je peux conseiller, c'est vraiment de voir l'hamster avant, quand je décris mon protocole dès le début, pour pouvoir réfléchir à ce que j'ai bien pris en compte, tout ce que je dois planifier dans mon protocole, dans ma revue systématique. Parce que je dois laisser la parole à Carolina Grana. Merci Carolina. Donc l'item 1, bah, c'est la base. C'est notre question de recherche. Donc, on a dit que dans Amstar, on va poser une question et on va pouvoir répondre avec oui ou non. Mais pour faciliter le oui ou non, bah, par exemple, là, la question, est-ce que là ou les questions de recherche et les critères d'inclusion de la revue, on inclut le critère PICO. Bah, pour pouvoir répondre à ça, il nous a donné un peu plus un grille qui nous aide à répondre à ça. Donc, pour répondre oui à cette question, ils ont dit bah, il va falloir que la question de recherche ou le critère d'inclusion, on arrive à comprendre c'est qui la population de cette étude, qu'est-ce que c'est l'intervention, le comparateur et le outcome, le critère de jugement. Et après, pour répondre à oui, il va falloir que tous ces caractères doivent être présents dans le rapport. Après, des fois, on souffre à trouver l'information, c'est pas bien décrit dans l'objectif de l'étude, mais donc on arrive à trouver l'information dans le rapport. Là, on n'est pas en train de chercher le reporting, on veut juste comprendre ce qu'on arrive à trouver cette information. Donc, si on arrive à trouver cette information, c'est oui.
optionnellement, et c'est recommandé si on arrive à trouver aussi le time frame for follow-up, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils vont mesurer les outcomes et le suivi de ces outcomes. Donc, c'est encore mieux. Mais en tout cas, il va falloir répondre au PICO au moins pour pouvoir répondre oui à cette question. Donc, la deuxième question, ça concerne ça concerne le protocole. Est-ce que l'étude elle était bien prédéfinie, hein? C'était bien. Il y avait un protocole avant qu'on a commencé cette revue systématique. Donc, le rapport de la revue contient-il une déclaration explicite que les méthodes de la revue avaient été établies avant la réalisation de la revue? Et est-ce que le rapport justifie-t-elle toute déviation significative par rapport au protocole? Et bien là, on peut répondre oui, partiellement oui ou non. Pour pouvoir répondre au moins partial yes, il va falloir répondre aux premières listes des questions, aux listes de première checklist. Donc, si on arrive à trouver l'information, là, c'est partial yes. Et si on arrive à trouver, en plus de la première liste, la deuxième liste, on va pouvoir dire, eh ben, ça, là, c'est oui. Donc, dans la première liste, qu'est-ce qu'ils disent que le minimum à trouver dans le rapport? Eh ben, on va chercher, est-ce que les auteurs, ils ont un protocole qui est bien écrit, qui contient les informations suivantes. Et là, je commence à checker, est-ce que je trouve bien la question de la recherche? Est-ce que je trouve le search strategy? Où est-ce qu'ils ont cherché? Quelle stratégie de recherche ils ont utilisé? Les critères d'inclusion, le critère d'exclusion et le risque de biais. Est-ce qu'ils parlent qu'ils vont faire un risque de biais? Si j'ai tout ça, je peux dire partial yes. Et si j'ai un de ça qui n'est pas présente, eh ben là, je vais dire non. Si j'ai tout ça, en plus de ça, j'aurai besoin de checker la deuxième partie. Et là, il va falloir que le rapport ou le protocole décrit, donc soit le protocole, soit la partie méthode dans la revue systématique décrit si on va faire un méta-analyse quand c'est possible. Quel est notre plan pour investiguer les sources d'hétérogénéité, pourquoi on a d'hétérogénéité et justifier toute déviation du protocole. Donc, vous savez que quand on écrit un protocole, normalement, on le décrit avant. Et puis, on commence à travailler. Des fois, quand on travaille, ben, on peut oublier des choses. On peut oublier de faire des choses, d'écrire des choses dans le protocole ou bien on peut décider de changer. Et ça, c'est pas faux, hein, ça arrive à tout le monde. Le plus important, c'est de justifier. On ajoute dans notre manuscript deviation from the protocol. Et là, je vais décrire qu'est-ce que j'ai changé par rapport au protocole principal. Soit j'ai ajouté des nouveaux critères de jugement, par exemple. Soit j'ai ajouté des nouveaux subgroup analysis ou sensitivity analysis. Donc, tout ce que j'ai changé doit être justifié là. Le problématique là, donc c'est ce qu'il faut faire par rapport pour avoir un oui dans Prisma. Mais les protocoles des revues systématiques, des fois on ne peut pas les trouver. Ce que je veux dire, que des fois, s'ils n'arrivent pas à présenter dans le dans la revue qui met pas un protocole alors qu'ils ont déjà un protocole. Donc, ça, c'est un problème de reporting qu'ils n'ont pas mis dans le manuscript qu'il y a un protocole alors qu'il y a un protocole. Ça devient compliqué pour nous d'évaluer en utilisant l'Amstar. Il va falloir qu'on aille chercher s'il y a un protocole. Normalement, ils sont censés de décrire où est-ce que je trouve le protocole pour pouvoir checker est-ce que le protocole il était bien enregistré avant le début d'études et tout ça. Après, il y a deuxième chose, il est difficile de savoir comment évaluer cette exigence lorsque le protocole existe, mais que les déviations ne sont pas expliquées ou bien elles ne sont pas importantes. Donc, au moins, je vais pas procéder à vérifier exactement les détails là.
Et là, ça devient, c'est challenge, c'est un défi dans Amstar, surtout pour la déviation de protocole. Mais après, si les auteurs, il faut croire les auteurs que s'ils ont décrit que toutes ces déviations, c'était bien fait, on ne peut pas faire autrement. Après, l'existence d'un protocole ne garantit pas que je ne peux pas savoir si le protocole il est bien fait ou pas. Donc, c'est difficile d'évaluer les critères lorsque le protocole a été enregistré seulement un peu de temps avant la soumission de la revue. Donc, tout ça, c'est problématique. Troisième item, bah, vous voyez là, on suit comme le Prisma, on suit les étapes d'un revue systématique. Donc là, j'ai le protocole, je vais vérifier après l'inclusion des études, donc les plans d'études qui sont inclus. Donc là, on pose la question, est-ce qu'on a bien clarifié pourquoi on a inclut juste les essais contrôlés randomisés ou bien pourquoi inclut juste les essais non randomisés, les essais observationnels ou les études observationnelles, ou bien des fois des études ils décident d'inclure les deux. Et ben, il va falloir trouver un statement, une phrase qui explique ça et ça c'est aussi problématique parce que si on arrive à trouver n'importe quelle explanation pour l'inclusion, bah là, c'est oui, on est d'accord. Mais le problème, c'est que surtout pour les revues systématiques qui incluent que les revues randomized control trials, les essais randomisés, comme c'est le standard, gold standard, normalement, on a trouvé qu'on, par exemple, dans 90% des études, ils ne présentent pas une explication pourquoi ils ont présenté pourquoi ils ont inclus que les RCT, parce que par défaut, c'est la meilleure évidence que je peux inclure dans mon revue systématique. Après, c'est ce qu'on voit, comment on voit les choses. Et du coup, c'est pas simple à évaluer cet item. Mais voilà, c'est un item qui est inclus, c'est important, hein, c'est important d'inclure. Pourquoi je vais inclure que les RCT? Parce que normalement, on est censé d'inclure tout type de records, tout type d'informations que je peux trouver par rapport à ma question de recherche. Après, si la recherche, si par exemple, j'ai un critère de jugement qui ne peuvent pas être rapportés dans un essai contrôlé randomisé, par exemple le long terme, les effets indésirables, c'est là où c'est mieux d'inclure le non-randomized trials, donc les essais observationnels. Et donc, des fois, il va falloir justifier pourquoi on est limité juste pour le NRA, pour le ICR, et pourquoi on n'est pas allé plus loin pour inclure le non-randomized trials. Après, je ne dis pas que c'est simple d'inclure le 2 parce que quand on inclut le 2, il va falloir décider si on pool, donc on combine les résultats de RCT, donc Randomized Control Trials, et les essais non randomisés. Normalement, on présente les informations séparément. Donc ça, c'est le méta-analyse de RCT, ça, c'est le méta-analyse de non randomisé, même si là, on est plus en train de discuter comment on peut les pouler ensemble et quelles sont les mesures à prendre en compte pour pouvoir les pouler. Mais en tout cas, il va falloir, pour avoir confiance dans l'étude, il va falloir qu'il parle pourquoi on a décidé de prendre tel type de study design. Je passe au quatrième item. Les auteurs ont-ils utilisé une stratégie de recherche documentaire exhaustif? Donc, pareil, là, on a un set d'informations à inclure pour pouvoir répondre à partial yes. Donc, est-ce que les auteurs, ils ont au moins cherché deux bases de données pour pour trouver toutes les records, toutes les informations nécessaires? Donc là, je parle par exemple de PubMed, Embase, Central et tout ça. Donc,
Et s'il arrive à reporter cette information avec une justification, par exemple pour le langage, là c'est partial yes et après pour le partial oui, c'est bien décrit qu'est-ce qu'il faut écrire là. Et du coup, si normalement on est censé de chercher ce qu'on appelle le gray literature, tout ce qui n'est pas publié. Et là, on parle de conference abstracts. Donc, est-ce qu'on a bien cherché les conferences abstracts dans la revue? Et est-ce qu'ils ont checké le référence, c'est-à-dire, vous voyez, dans chaque méta-analyse ou dans chaque revue systématique, il y a les références ou bien dans les études individuelles inclus, il y a des références. Donc, le mieux, c'est de checker ces références pour pouvoir trouver d'autres études qu'on n'a pas trouvées dans les revues, dans le PubMed, par exemple, dans la recherche PubMed. Après, il y a le dernier point ici qui parle de est-ce que la recherche était faite pendant 24 mois. Donc, je précise là, j'ai les points qui sont problématiques parce que c'est là où, quand vous allez utiliser Hamster, vous allez trouver les problèmes. Comment je vais faire là? Et là, c'est aussi problématique parce que, vous voyez, entre entre la soumission d'un revue systématique et la publication, il y a, il y a pas mal de temps qui passe, donc un an peut-être ou un peu plus. Donc, il y a un délai entre la peer review et tout ça. Ça devient compliqué pour nous. Déjà, on peut comprendre pourquoi la recherche elle était faite pendant plus de 24 mois. Mais il n'y a pas que ça, il y a un problème de comment je vais définir la completion of the study. Quand est-ce que l'étude a été complétée? Ça, c'est des informations qu'on ne trouve pas facilement quand on lit un revue systématique. Et c'est là où ça devient compliqué de dire, de ticker cette check list et ce qui va me rendre au partial yes peut-être. Donc, la question d'après, c'est au niveau de sélection des études. C'est comme précisé dans le prisme, est-ce qu'il y avait deux personnes qui sont de façon indépendante évaluées, sélectionner les informations ou les études à inclure à partir de titres, résumés et textes intégral ou textes intégraux? Normalement, on est censé d'avoir deux personnes, mais si pour des raisons de ressources, on n'a pas deux personnes, on va falloir checker est-ce qu'il y avait au moins deux personnes pour un échantillon avec un accord l'accord, on le mesure avec une mesure qu'on s'appelle le kappa score. Donc, et s'il y a le kappa, on va dire, si le kappa passe de 0 à 1, donc plus qu'on est vers le 1, plus qu'on est mieux. Donc, tout ce qui est plus de 0,8 au niveau de kappa score, et c'est-à-dire qu'il y avait un accord entre deux évaluateurs. Et si c'est le cas, bah, c'est bien, c'est-à-dire que on peut, si on trouve que dans le rapport, il y avait deux personnes qui sont travaillées sur un échantillon avec un kappa plus de 0,8, et ben là, il n'y a pas de souci parce que on peut dire la sélection des études et c'était fait en double. Ce qui est problématique là, qu'on ne précise pas exactement la pourcentage d'échantillons. Donc, combien d'études on a besoin de voir en double comme deux chercheurs pour pouvoir dire que la sélection était faite en double pour l'échantillon. Normalement, on utilise un 20% ou 20 à 30%, mais là, dans l'Amstar, ce n'est pas précisé. Donc, voilà. La même question, c'est pour l'extraction de données. Donc, pareil, normalement, on est censé d'être deux après à faire le data collection. Et s'il n'y a pas deux, il y a deux personnes qui travaillent en parallèle avec un accord. Et si on a un accord de plus de 0,8, on peut arrêter et continuer avec une seule personne. Et vous savez bien que s'il y a un désaccord, il y a une troisième personne qui peut intervenir. Donc, si c'est bien décrit là, donc on a un oui. Et s'il y avait deux personnes, c'est pareil, on peut dire oui. Et s'il n'y avait qu'une seule personne qui a fait l'étude lui-même, et bien là, mon niveau de confiance ou j'ai pas de confiance dans cette étude, donc je vais ticker non pour cette question.
Ok, donc je passe aux questions numéro 7. Les auteurs ont-ils fourni une liste des études exclues et justifié les exclusions? Donc, on est censé, dans la revue systématique, de présenter toute raison d'exclusion pour les études qui sont exclues à partir du full text. Donc, au niveau de sélection, on sait que on commence par le titre abstract, on élimine, et après, on a des listes des études qui sont pertinentes, au moins au niveau d'abstract, à inclure. Quand on lit le full text, et là, on peut éliminer d'autres études parce qu'ils ne remplissent pas notre critère d'inclusion. Et bien là, on est censé de décrire à chaque fois les raisons pour chaque étude, pourquoi on les a exclus. Et si les auteurs ils sont remplis cette information, on peut dire oui. Et si ils nous donnent pas une liste des études exclues avec la raison pourquoi ils ont exclu, ben là, c'est un non. En passant aux questions numéro 8, les auteurs ont-ils décrit les études incluses d'une manière suffisamment détaillée? Et là, la question de suffisamment de détaillé, c'est là où le devil in the details. Donc, c'est là où on ne comprend pas trop quel est le niveau de détail on a besoin. Mais bon, normalement, on est censé de décrire la population, l'intervention, toute notre PICO. Et pour pouvoir répondre à oui, il va falloir qu'on trouve l'information sur le setting. Donc, dans quel contexte est-ce que je suis dans un milieu hospitalier, je suis dans un ambulatoire, voilà le setting de ces études. Et le time frame for follow-up, ce sont les choses supplémentaires à répondre, à mettre. Donc, on est censé de trouver dans un revue systématique un tableau qui résume le PICO avec un ligne de chaque étude. Après, ce qu'on trouve, après c'est plus de travail, mais ce qu'on trouve bien, c'est au niveau de revue Cochrane, là où ils demandent pour chaque étude inclus, genre une table, une page complète, là où on décrit toutes les informations essentielles par rapport aux populations, intervention, contrôle, outcome et design, setup, follow-up et tout ça. Donc là, on trouve de manière détaillée toutes les informations. Pourquoi c'est important? Parce que c'est avec ça, on peut comprendre, est-ce que je peux généraliser les résultats? Est-ce que les interventions elles sont différentes entre l'étude, donc au niveau d'hétérogénéité et tout ça? Du coup, c'est très important de chercher cette information et de répondre à ces questions. Voilà. Après, question numéro 9, c'est par rapport au risque de biais. Les auteurs ont-ils utilisé une technique satisfaisante pour évaluer le niveau ou le risque de biais? Donc, si les auteurs ils ont utilisé l'outil validé comme Risk of Bias Tool numéro 1 ou 2 de Cochrane, bah, c'est très bien. S'ils ont utilisé le Robbins Eye pour les études non randomisées, bah, pareil, c'est trop bien parce qu'il y a déjà tous les éléments essentiels. On ne va pas regarder juste s'ils ont dit que je vais utiliser l'Europe 2 et on va regarder s'ils ont bien utilisé l'Europe 2 et ils sont bien présenté le résultat de tous les domaines mesurés dans l'outil d'évaluation de risque de biais. Et bien, s'ils n'ont pas utilisé ces outils qui sont validés, il y a une liste de biais qui s'est écrit là dans l'Amstar Guidelines. Et il va falloir ticker chaque type de biais qui sont bien pris en compte au niveau de Randomized Control Trials, mais aussi au niveau des études observationnelles. Et je précise, dans les études observationnelles, il va falloir qu'on check le confounding factor, c'est-à-dire les biais de confusion, les facteurs qui peuvent changer les résultats sans que ça fait partie. Voilà. Donc, je liste pas toutes les items de biais, mais c'est important. Ce sont les minimums biais les biais minimums qu'il fallait que les auteurs prennent en compte selon l'Amstar. Selon l'Amstar, je précise. Après, un élément important de présenter, c'est le financement des études incluses dans la revue. Donc, les revues thématiques doivent rapporter cette information et si elles ne trouvent pas les informations sur le financement,
Et il va falloir dire que j'ai cherché l'information et je n'ai pas trouvé pour telle et telle étude. Par contre, j'ai trouvé pour ces études et d'écrire les informations sur le funding de ces études. Voilà, je passe aux 11e question. Si une méta-analyse a été effectuée, les auteurs ont-ils utilisé des méthodes appropriées pour la combinaison statistique des résultats? Et là, je cherche, est-ce ils ont fait un méta-analyse? Et si ils ont fait un méta-analyse, là, je réponds oui ou non. S'ils n'ont pas fait méta-analyse, je tique sur non méta-analyse et je suis bien, je passe à la suivante. S'ils ont fait un méta-analyse, bah, les méta-analyses, je vais regarder est-ce qu'ils ont bien justifié le fait de méta-analyser, donc combiner les résultats. Parce que même on fait un revue systématique, mais on n'est pas obligé de faire un méta-analyse. Donc, on fait la méta-analyse seulement si la méta-analyse est justifiée. Donc, si j'ai pas d'hétérogénéité, je peux continuer à faire la méta-analyse. Si j'ai une grande hétérogénéité, je peux pas continuer parce que je mélange des pommes avec deux oranges. OK? Donc, je vais regarder est-ce qu'ils ont bien justifié le choix de combiner les résultats. Est-ce qu'ils ont utilisé les techniques appropriées pour le poids de chaque étude, parce que je ne peux pas considérer toutes les études de la même poids. Les études grands et les études petits doivent prendre de différents poids. Donc, il y a des méthodes statistiques qu'on peut utiliser, comme le Mantel-Hansel, inverse weighted et tout ça. Donc, je vais vérifier s'ils ont utilisé et s'ils ont cherché les causes d'hétérogénéité. Après, il y a d'autres mesures à prendre en compte dans le non-randomized trials, dans les études observationnelles. Et ce qui est important à dire là, c'est au niveau de adjusted data. Donc, dans dans les études observationnelles, on a les données brutes, mais on a les données ou le odds ratio qui est ajusté, par exemple, ajusté pour les facteurs de confusion. Et du coup, normalement, on est censé, pour pouvoir pooler, on est censé de prendre le adjusted data et pas le brut. Et du coup, là, on va chercher est-ce qu'ils ont bien poolé les informations à partir des data qui sont ajustés, les résultats qui sont ajustés. Et si les auteurs, ils ont décidé de pooler, même si, parce qu'ils n'ont pas trouvé le adjusted data, mais ils ont trouvé le brut, ils peuvent décider de pooler le brut, mais avec un avis de statisticien qui explique pourquoi on a décidé de combiner les bruts. Et ça, c'est justifiable. Pourquoi? Parce que même au niveau de adjusted data, eh ben, pas toutes les études, ils ont ajusté sur les mêmes facteurs. Donc, c'est pour ça, oui, il y aura des facteurs en commun, mais on va pas pouvoir avoir la même type d'information parce que l'ajustement est différent entre l'étude. En principe. Question numéro 12. Si une méta-analyse a été réalisée, les auteurs de la revue ont-ils évalué l'impact potentiel de risque de biais pour les études individuelles sur les résultats, la méta-analyse et un autre synthèse? Donc oui, ils ont évalué le risque du biais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Est-ce qu'on a essayé de voir, peut-être les revues systématiques, ils ont inclus que le low, parce que dans le risque de biais, on a low, some concerns et high risk of bias. On peut décider de prendre le low et le some concerns et les études avec low et quelques préoccupations et le pouler ensemble, ou bien on peut décider de prendre tous ensemble et va éliminer avec un sensitivity analysis, donc éliminer les études qui sont en high risk of bias et puis comparer les résultats. C'est ce qu'on fait dans un sensitivity analysis. Donc là, c'est ça les questions. Est-ce qu'ils ont soit pris que le low risk of bias ou bien est-ce qu'ils ont regardé l'impact de ces études qui sont à un risque de biais? OK. Et après, il va falloir qu'on décrit ça dans l'interprétation, dans la discussion, pour pouvoir parler de l'impact de ces études sur la conclusion finale.
Ok, numéro 14, il parle de l'hétérogénéité. Donc, je vais checker. Est-ce que l'hétérogénéité est présente? Est-ce qu'ils ont pris des mesures pour voir s'il y a une hétérogénéité ou pas? Et s'il n'y a pas d'hétérogénéité, il n'y a pas de souci. Et s'il y a de l'hétérogénéité, il va falloir discuter et justifier, essayer de comprendre pourquoi il y avait une hétérogénéité. C'est-à-dire, des fois, on fait un subgroup analysis ou bien on élimine des études qui peuvent faire de bruit dans le résultat. Donc, ce qui est important pour avoir confiance dans ces résultats, de voir est-ce que les auteurs, ils ont bien essayé de comprendre pourquoi les résultats ils sont différents. Des fois, l'outcome elle-même est différent entre l'étude. Donc, il est défini différemment, ou je ne sais pas. Donc, ça peut donner une information qui est différente que je ne peux pas peut-être généraliser avec la population que j'ai. Ok, donc la question numéro 15. S'ils ont réalisé une synthèse quantitative, les auteurs ont-ils mené une évaluation adéquate de biais de publication? Donc, le biais de publication, c'est important pour trouver les études de petite taille, pour trouver les études qui ne sont pas été publiées. Ce qu'on fait normalement, c'est on a un diagramme d'éteignoir ou bien des tests comme le Egger test. Donc, on va chercher s'ils ont bien décrit ce type d'informations. Est-ce qu'ils ont bien cherché le publication bias? Le problématique qu'on ne peut pas faire, par exemple, un funnel plot avec moins de 10 études. Donc, il va falloir juste trouver l'information que les auteurs ils ont essayé d'évaluer le publication bias. Mais, mais des fois, c'est compliqué. On n'arrive pas à évaluer le publication bias. Donc, comme évaluateur, il faut qu'on sache aussi les problématiques. C'est pas toujours évident. Mais ce qui est important de savoir que le chercheur ou l'auteur de la revue, il a bien décrit qu'il a essayé, mais il n'est pas arrivé à chercher les biais de publication. Et les dernières items, ça concerne le conflit d'intérêts. Il y a pas mal de journaux qui, c'est pas important, c'est pas obligatoire de décrire le conflit d'intérêts, alors que c'est très important de checker cette information. Donc, l'idéal de trouver dans chaque revue systématique, est-ce qu'ils rapportent s'ils ont des conflits? Et même s'ils n'ont pas de conflit, il va falloir dire, j'ai pas de conflict of interest. Donc, on va chercher si cette information elle était bien décrite pour pouvoir répondre oui ou non à cette question. Voilà, j'arrête là et je vous laisse poser les questions s'il y en a. Après, on va passer à faire le pratique qui peuvent expliquer un peu plus en détail qu'est-ce qu'on va faire exactement. Oui, il y a plusieurs questions sur le chat. La première, c'est sur l'item 1, sur le premier item. La question de recherche peut-elle inclure le critère PECO? Ça veut dire qu'à la place d'intervention, on parle d'une exposition. Oui, tout à fait. La deuxième question, c'est à quoi correspondent les 24 mois entre les dépôts sur Prospero et les préprints? C'est ça c'est ce qui est pas trop clair. Et c'est ça le problématique de cette question. Je pense que c'est le 4 là. C'est le completion of the review. C'était pas clair. Même dans le guidance, ils n'ont pas été clairs à présenter ces résultats. Mais pour nous, comme je vous dis, comment moi je vois un review qui est bien fait, le plus, il va falloir que l'étude elle est récente, quoi. Donc, moi, je peux comprendre 24 mois parce qu'entre publication et le processus de peer review, ça prend beaucoup de temps. Mais plus de 2 ans, ça fait... Normalement, c'est censé être le completion de la review, c'est le jour de dernière suivi de la dernière patient. C'est ça le completion of a review. Mais on ne trouve pas l'information vraiment. On n'arrive pas à trouver la date qu'on peut utiliser pour faire la comparaison avec le 24 mois. Donc, c'est ce qui était critiqué le hamster à ce moment-là, à ce stade-là. L'autre question, c'est à quoi sert de connaître les funding?
Oui, le funding, c'est très important de collecter le funding parce que on sait, il y avait des recherches qui montrent que les revues qui sont sponsorisées par les pharmacos, ils sont censés d'être plus publiés et encore de ça, ils sont censés de présenter les résultats plus positifs, alors que les résultats qui sont de non, ils sont pas reçus de funding, ils peuvent ne pas avoir de résultats négatifs, positifs. Donc, ce qu'on fait, on collecte l'information, mais on utilise, parce qu'on peut l'utiliser dans le subgroup analysis en faisant, donc on prend les études, toutes les études qui sont incluses dans un méta-analyse, on va les couper en deux. On va faire l'analyse sur le privé et les études qui sont financées par le privé versus les études qui ne sont pas financées ou financées par les publics. On va faire la comparaison. S'il n'y a pas de différence, c'est parfait. Mais normalement, on trouve des différences et c'est pour ça qu'il va falloir collecter les informations. Aussi, c'est la même question par rapport au conflit d'intérêts. Et la deuxième partie de cette question, c'est il demande à quoi ça sert de connaître les conflits d'intérêts. Et Mm. si on soupçonne qu'il y a un conflit d'intérêts, est-ce que c'est un motif pour écarter l'étude? Oui, bah, le conflit d'intérêts, ça fait un critère similaire de funding. On fait aussi un subgroup analysis pour voir avec et sans le conflit d'intérêts, est-ce qu'il y a une différence. Ce qui est important dans le conflit d'intérêts, si jamais chez moi, je suis pharmacienne, et je travaille dans un pharmaco. Et après, je fais un revue systématique pour un produit qui s'est fait par le pharmaco là où je travaille. Et bien là, c'est problématique. Il faut déclarer. Je peux le faire, mais je dois déclarer un conflit d'intérêt. Et après, ces revues systématiques, ils vont voir est-ce qu'il y a une différence entre mon étude et les autres études pour pouvoir mesurer est-ce qu'il y avait un conflit. Il y a un conflit, mais est-ce qu'il y a un impact de ce conflit? Et la suivante question, c'est sur l'item 12. Oui. Il dit si aussi on a besoin de funnel plot o quel autre type d'analyse de sensibilité. Sur le funnel plot, c'est pour le publication bias. Oui, Donc, oui, donc c'était pour le publication bias. c'est On va ça. chercher ici, ils sont présentés un funnel plot et là, on va regarder s'il y a une différence entre l'étude publiée et l'étude non publiée, si elle est symétrique ou pas. Et s'il n'y a pas de funnel plot, on peut faire le Egar test aussi. Mais le problème, comme je vous ai dit, que s'il n'y a pas 10 études, on ne peut pas faire un funnel plot. Et là, on est censé, pour réduire le risque le biais de publication, on est censé dans le search strategy, dans la recherche, qu'on a cherché bien tout ce qu'on appelle le grey literature, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas publié. Donc, en essayant de chercher le conference abstracts, les thèses, par exemple, les références des fois, il y a des revues systématiques qui incluent des études non publiées. Si on a confiance dans ces revues systématiques, on peut inclure ce qui était inclus dans une revue précédente. Donc, il va falloir chercher un peu tout ce qui n'est pas publié. C'est ça l'idée de publication bias. Donc, au moins, les auteurs, il va falloir qu'ils décrivent quelque chose sur le publication bias pour justifier est-ce qu'ils ont bien cherché à voir s'il y avait un biais de publication ou pas. Y la dernière question que le posé sur le chat, c'est n'est pas contradictoire de devoir préciser la réalisation de sus analyses avec des études de bonne qualité, avec peu de biais et en même temps la nécessité d'être exhaustif et d'inclure malgré tout les études avec des plus petits échantillons de moins bonne qualité. Oui, bah, l'idéal, bah, moi je viens de Cochrane, donc on cherche toujours l'idéal. L'idéal de mettre tout, de tout mettre. Donc on fait l'analyse avec tous les études inclus, même avec high risk of bias, même les petites études.
Et après, je fais le sensitivity analysis et là, je vais enlever les études avec risque de biais, avec high risk of bias. Je garde le low et le some concerns, alors que dans l'Amstar, ils disent que juste le low risk of bias. Et là, ça me perturbe un petit peu l'information ici, bah, la question elle-même, parce que on peut quand même considérer le some concerns. On a toujours une petite préoccupation dans le risque de biais et ça veut pas dire que l'étude elle est pas bien. Tant que l'objectif est subjectif, on est déjà dans un problématique qu'on peut pas, on a la possibilité d'avoir un risque de biais. Donc l'idéal, c'est de faire les deux, une analyse primaire, primary analysis avec toutes les études et puis un sensitivity analysis en enlevant les études avec high risk of bias. Mais oui, je comprends ici, c'est un peu trop strict. Et après, comme je vous ai dit, on peut, on peut toujours modifier nous-mêmes ce qu'on veut, bah, qu'on considère comme important ou pas. Donc, c'est pas le Bible, quoi. Merci Lina pour le moment. Il n'y a pas plus de questions sur le chat, mais si vous avez plus de questions, n'hésitez pas. Très bien. Donc, pour le score Ah oui, total, il vient d'apparaître une dernière question. Si un reviveur demande la publication des biais, show asset reported, for instance, por funnel plot, alors qu'il y a moins de 10 études incluses, on doit malgré tout faire les funnel plot pour les mettre comme supplément. non, ça sert à rien de faire un funnel plot avec moins de 10 études. Il y aura toujours une symétrie. Donc, non, on ne fait pas un funnel plot avec moins de 10 études. On peut le faire, mais ça ne va pas aider à trouver le publication bias. Donc, je pense qu'on est short au niveau de temps. J'ai pas présenté le score total, mais je vais laisser Carolina présenter un peu le pratique, le parti pratique. Et avec le parti pratique, on va voir l'évaluation totale. Donc, finalement, on va arriver à à présenter chaque étude avec high, moderate ou low ou critically low, comme on a vu dans le tableau ici. Et du coup, pour chaque item, oui, non, non, voilà. Et il y a critically low ou low. La plupart du temps, qu'on va arriver à critically low facilement parce que les études, ils sont toujours pas bien reportées. Et là, j'avais mis les critères critiques qui sont très importants à prendre en compte. Donc, il y a ces critères à prendre en compte comme critiques et les autres, ils sont non critiques. Carolina, je te laisse partager ton écran et je pense qu'il va falloir passer un peu plus vite en présentant que l'exemple qu'on a pour l'étude qu'on a choisie et laissons les bons exemples de reporting dans les slides, comme ça ils peuvent voir eux-mêmes seulement ils souhaitent les voir. Bonjour. Attends. Bonjour Carolina, on t'entend. Je te laisse partager. Bonjour, désolée. Je m'appelle Carolina Gragna, je suis vétérinaire de formation, je fais partie de Cochrane France et oui, je travaille sur méthode de recherche, revue systématique et de formation comme celle-ci. C'est partagé mon écran? Oui, oui. OK. On va faire un petit pratique avec la revue systématique qu'on a choisie. Et si vous avez le temps de le lire, si vous avez eu le temps de le lire bien, sinon, on va essayer de le faire le plus clair possible compte tenu du temps. Et, et ouais. Et comme Lynn a dit, on va
essayer de répondre toutes les questions, les 16 questions. Et quand les questions pour notre, c'est pas notre revue systématique, mais la revue systématique qu'on a choisie, quand la réponse est non, j'ai ajouté un exemple, un bon exemple, un exemple où on dirait oui. Dans la première question, sur sa revue systématique, pour les PICO, on trouve dans le troisième paragraphe, dans l'introduction, qu'ils ont ajouté la description de la population, les school children 6 to 12 years old, l'intervention et aussi des comparators, usual care or no intervention, et the outcome, which is changes in anthropometric measurements, blood pressure, and lipid profile. Il n'y a pas de time point, mais on peut dire oui à cette question. La deuxième question, c'est une question un petit peu ambiguë. Et je pense que ça fait discuter dans l'équipe qu'est-ce que vous allez faire avec cette question. Par exemple, dans les cas où il y a des protocoles, mais le protocole ne s'est pas rapporté dans les manuscrits, ou le protocole était enregistré, c'était pas pré-enregistré, ou le protocole c'est pré-enregistré, c'est mentionné dans le rapport, mais il manque d'informations. Donc, il y a beaucoup de situations où le protocole peut ou peut pas être utile. Donc, dans ces cas-là, ils n'ont pas mentionné protocole du tout et je n'ai pas trouvé protocole en ligne. Donc, on va dire non. Et j'ai ajouté des exemples. Par exemple, cette revue systématique, il mentionnait le protocole, les registres et les numéros de registres. C'est un protocole aussi très bien rédigé, très complet. Et ici, on a un autre exemple où les auteurs ils ont justifié 3 modifications qu'ils ont faites à ces protocoles. La question 3, c'est pour la justification des types d'études. Ces questions, pour moi, c'est un petit peu drôle parce que c'est pas très courant qu'elles justifient l'inclusion des essais randomisés contrôlés, des essais contrôlés randomisés. La plupart du temps, on va trouver la justification de l'inclusion d'observationnels. Mais oui, dans cette revue sur thématique, ils n'ont pas justifié l'élection des essais contrôlés randomisés, on va dire non. Et ici, on a des exemples. Par exemple, dans la première revue systématique, ils ont dit qu'il y a beaucoup d'informations sur les sujets pour les essais contrôlés randomisés. Donc, ils ont décidé de faire une revue jusque pour les observationnels. Et ça, c'est la justification de l'inclusion des observationnels. Dans le deuxième exemple, ils ont dit qu'ils ont fait une étude exploratoire. Ils n'ont trouvé pas beaucoup de RCT, d'essais contrôlés randomisés, et pour ça, ils vont inclure aussi dans la revue des études observationnelles. Donc, voilà des exemples de justification, mais je pense que 80% des cas, c'est non, c'est question. Les quatrièmes questions, ce sont sur les stratégies de recherche. Ici, ils ont mentionné plus de 2 bases de données, Medline, Central et Embase. Et ils ont ajouté beaucoup de mots-clés et ils ont dit qu'il n'y a pas de restriction de langue. Par contre, ils n'ont pas mentionné à mon regard, cette point sur la conduction search within 24 of completion of the review, ça fait dire que la date de la recherche, c'est moins de 12 années de la publication de la revue. Donc, si la revue s'est publiée et la date de la recherche, ça fait plus de 12 années, on peut dire que c'est un systematic review que c'est déjà daté. Ça c'est mon interprétation, mais comme j'ai dit, comme Lynn a dit, il a beaucoup d'ambiguïté, il a des points que ça fait discuter, fait des tests pilotes dans l'équipe pour mettre les règles, qu'est-ce que vous allez faire dans les cas où il a des ambiguïtés. Et qu'est-ce que c'est important, est-ce qu'il a des cohérences, s'il a 2, 3 évaluateurs, qu'ils utilisent tous les mêmes critères et que les critères sont justifiés. Donc ici, on va dire un partiel oui. Et aussi, on a un exemple où ils ont rapporté tous les items
qu'on a déjà parlé, mais aussi ils ont cherché dans les registres, ils ont examiné les références, ils ont contacté les experts, ils ont cherché aussi dans Retraction Watch, que ce n'est pas dans l'Amsterdam, mais vous devez le faire. Donc, ouais, ça serait un yes, un oui, non partiel oui. La question 5, porte sur la double sélection des études. Donc, ça c'est assez simple. Ici, ça reporté, c'est en double. Les désaccords sont résolus par consensus ou en troisième chercheur, on dit oui. Et la sixième, c'est pareil. Ils ont fait l'extraction en double et avec l'intervention d'une troisième personne pour les désaccords, on peut dire oui. La septième question sur la justification de les exclusions, c'est une question que c'est aussi un petit peu exceptionnel. C'est pas courant de trouver un systématique review qui a fait ça. Par exemple, dans notre revue systématique, ils ont rapporté des justifications et des chiffres. Par exemple, les 82 études qui sont exclues pour que les critères d'inclusion des participants, mais il n'y a pas de liste d'études. Selon AMSTA, on doit publier les listes de toutes les études qui ont été exclues après le screening de full text avec la justification. Ici, on dit non, et ici, on a une autre revue systématique où ils ont ajouté des suppléments en tableau avec les références de tous les études exclus après le screening de full text et la justification, la raison pourquoi ils ont été exclus. C'était par rapport à la transparence, surtout parce qu'on peut rapporter des chiffres, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on parle. Si on rapporte la table avec la référence, on était sûr que cette étude en fait existe. OK, la question 8, c'est sur la description des les études inclus. L'outil demande la description de la population. On a ici, j'ai copié-collé les paragraphes sur la description des études et les tableaux 1, que normalement il a la description de les études inclus. On a la description de la population, on a la description des interventions, des comparateurs et on a les outcomes. Ici, je trouve une autre chose un petit peu ambiguë, pas claire. La description de research design, dans ces cas, ils sont tous ces contrôleurs randomisés. On peut dire, bon, on n'a pas besoin de ça. Mais même dans les essais randomisés contrôlés, on a des parallèles, des crossovers, des factoriels. Ça dépend des critères que vous allez utiliser. Je mets ici un oui rouge. Parce que si vous disiez non, je voudrais savoir quel type de RCT, donc on est non. Donc c'est un autre cas, un autre exemple de besoin de discussion et de tests pilotes pour l'étude. Ici, on a à la place une revue systématique avec... Et pour les yes, on peut dire que oui, ils ont fait la description de les études, mais c'est une description assez simple. Par exemple, ici, on a une autre revue systématique où ils sont décrits avec beaucoup de détails tous les participants, l'âge, les gendres, les sévérités. On a la description pour l'intervention de la dose, les calendriers. C'est beaucoup plus détaillé. Si on peut faire reproduire ça, on sait vraiment qu'est-ce qu'on fait dans l'étude. Donc, ça serait un yes dans les questions 8. Dans les questions 9, par rapport au risque de biais, je pense qu'AFSTA 2 était inspiré dans l'Europe 2. Qu'il a 5 domaines dont ils ont examiné que la séquence d'allocation était dissimulée, ils ont examiné les aveugles, ils ont examiné la randomisation de la séquence, mais ils n'ont pas mentionné
reporting des biais pour rapport sélectif, que c'est les biais qu'on examine quand on regarde les protocoles et on regarde les rapports de l'étude primaire pour voir si les résultats sont le résultat de tout ce qui c'était déjà décrit, prédéfini dans le protocole. Donc, ça, c'est un partial yes. Dans l'exemple de oui, on a les 5 domaines de ROP 2 et on a aussi inclus les sélections des résultats. Désolé. Dans la question 10, ça porte sur les sources de financement de les études primaires. Ici, on voit encore, on a la description de les études, on a le tableau 1, il n'a pas source de financement, on dit non. Par exemple, dans cette revue, ils sont décrits, il y a 2 avec financement privé, 3 financements mixtes privé-public, 1 financement public. Et il y a des tableaux aussi dans les dernières colonnes, c'est source de financement. Et la 11, c'est par rapport à l'hétérogénéité. Ici, dans cet exemple de revue systématique, ils ont fait un bon travail, je pense, avec l'hétérogénéité et l'analyse. Dans les premières lignes, il dit qu'ils ont analysé analyse A, les interventions préventives, analyse 2, les interventions pour traitement. Ça fait dire qu'ils ont réfléchi sur les études qu'on peut ajouter, on peut mettre ensemble dans les mêmes méta-analyses. Ils parlent aussi des weighted means differences. Ça fait dire qu'ils ont fait les méta-analyses et pas toutes les études ont le même poids dans la méta-analyse, que ça c'est la façon correcte. Et après, ils ont étudié l'hétérogénéité. Ils ont fait beaucoup de méta-analyses avec l'exclusion de en étude chaque fois pour voir si les résultats changent chaque fois qu'il y a une étude on exclut en étude. Ils ont fait aussi des sensitivity analysis par sous-groupe. Pour l'exploration de l'hétérogénéité, à mon avis, cette question, c'est oui. Mais par exemple, dans l'évaluation des risques de biais sur l'analyse, ils ont fait des sensitivity analysis par sous-groupe, selon la duration de l'intervention et par la complexité de l'intervention, mais pas pour les risques de biais. Donc, dans cette question, on dit non. Et ici, c'est un exemple où ils ont fait une analyse de sensitivité. Ils ont exclu toutes les études avec haut risque de biais. Et à la fin, ils ont dit que les résultats, ils ne sont pas changés, mais ils ont rapporté ça. Et dans la question 13, cette question est déjà dans la section de discussion de la revue systématique. Et ça porte sur s'ils ont inclus les risques de biais dans la discussion. Dans notre review, il parle des grades. Pour faire les grades, on a besoin d'un risque de biais, mais ce n'est pas la même chose. Donc, ils n'ont pas mentionné le risque de biais par rapport à leurs résultats, comme le risque de biais pour changer les résultats dans la discussion de cette revue systématique. On dit non. Dans cet exemple, ils ont dit globalement, le résultat, c'est ce résultat, mais on doit interpréter les résultats avec caution parce que le risque de biais n'était pas clair dans la plupart des domaines. Donc, c'est un warning, c'est un advertence. Le risque de biais, ce n'était pas clair dans ces résultats. On doit les prendre avec caution. Dans les 14, c'est aussi s'il faut inclure l'hétérogénéité dans la discussion et en fait, comme on prend en compte l'hétérogénéité dans l'analyse, ils ont aussi fait un petit peu de discussion sur les possibles causes de hétérogénéité entre les études. Ils ont fait aussi un petit rappel les auteurs de les études primaires pour améliorer le rapport. C'est parce que si les études primaires sont mieux rapportées, c'est plus facile de trouver les causes d'hétérogénéité entre les études primaires. On dirait oui
à cette question. Et dans les questions 15, ça c'est intéressant parce qu'ils ont mentionné les biais de publication dans les méthodologies, mais après dans les résultats, ils ont oublié. Il n'a rien, je n'ai pas trouvé, il n'a rien par rapport à biais de publication dans les résultats. Peut-être qu'ils ont fait l'évaluation ou on n'a rien trouvé dans l'évaluation, c'est pas rapporté. Ou peut-être, je pense qu'ils ont plus de 10 études, donc c'était possible, mais en tout cas, c'était mentionné dans les méthodologies, mais pas dans les résultats. On dit non, dans cet exemple, et les auteurs ils ont dit on n'était pas capable de faire l'analyse, examiner les biais de publication parce qu'on avait moins de 10 études, mais c'était rapporté. Et dans ces deux exemples, ils ont décrit qu'est-ce qu'ils ont trouvé par rapport à les biais de publication. Et finalement, les aides, portent sur les conflits d'intérêts et les sources de financement de la revue systématique elle-même. Et notre revue systématique, les auteurs ont dit qu'ils n'ont pas conflit d'intérêts et ils ont décrit les sources de financement, on dit oui. Et finalement, on a un tableau avec toutes les questions. Les questions en rouge sont les questions critiques. Et je pense qu'on a 1, 2, 3, 4 questions critiques avec non. Donc, selon ce tableau d'interprétation pour le résultat global, cette revue systématique, c'est en qualité critiquement faible. Et comme Lina avait dit, ce n'est pas la Bible. Et je pense que c'est utile, c'est bon pour comparer des revues systématiques, parce que si on fait les mêmes critères pour toutes les revues systématiques, on peut dire qui revue systématique c'est mieux reporté que l'autre, mais globalement, je pense que quand on utilise un résultat, on dit que selon Amstar 2, sa revue systématique, c'est critiquement faible. D'autre côté, c'est important d'utiliser cette étude pour motiver les auteurs de revues systématiques de rapporter et de publier tout le matériel, même si l'espace, c'est pas trop dans les publications, on a toujours les suppléments et les dépôts en ligne dont c'est gratuit de mettre toutes les informations supplémentaires de la revue systématique. Et ça c'est tout. Merci.